Anne referma la porte du cabinet, glissa la clé dans la poche de son manteau et inspira l'air tiède d'avril qui flottait sur le quartier des hauts pavés. La journée avait été longue. 4 séances d'orthophonie enchaînées sans pause. Mais la fatigue ne pesait rien comparé au soulagement de savoir que Léa passait l'après-midi avec Nathalie. Sa sœur cadette avait proposé d'elle-même, la veille au téléphone, avec cette voix légère qui ne laissait présager aucun drame. « Amène-la-moi samedi, ça me fera plaisir, je l'emmènerai au parc. » On ne refuse pas ce genre de geste quand on élève seule une petite fille de 8 ans. Elle monta dans sa Clio fatiguée et prit la direction de Carquefou. Le rendez-vous avec le fournisseur de matériel pour le cabinet avait duré plus longtemps que prévu, presque 2h30, mais elle avait prévenu Nathalie par message. Sa sœur n'avait pas répondu. Anne n'y avait pas prêté attention. En arrivant devant la maison, elle trouva les volets fermés. Personne ne répondit quand elle sonna. Elle appela Nathalie, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au 4e appel, sa sœur décrocha avec un calme qui lui glaça le sang. « Ah, c'est toi. Écoute, j'ai déposé Léa. » « Déposé où ?»« Sur la route de Vertou, vers la sortie du bourg. Elle était insupportable. Elle a renversé un verre. Elle a répondu quand je lui ai dit de ranger. J'ai pas signé pour ça. » Anne resta immobile sur le perron. Dehors. Sa sœur avait mis sa fille dehors, sur une route. Léa, 8 ans, 1,28 m, des tresses qui ne tenaient jamais, la peur du noir depuis toujours. Elle raccrocha et courut jusqu'à sa voiture. Ses mains tremblaient, tellement qu'elle dut s'y reprendre à 2 fois pour démarrer. La route de Vertou traversait une zone semi-rurale, bordée de champs et d'entrepôts désaffectés, le genre d'endroit où personne ne passait à pied. Encore moins une enfant seule, un samedi après-midi. Elle la trouva au bout de 21 minutes qui durèrent une vie entière. Léa était assise sur un muret de pierre au bord de la départementale, son petit sac à dos rose serré contre sa poitrine, les joues striées de larmes séchées. Elle ne pleurait plus. Elle attendait, avec cette résignation terrible que les enfants apprennent quand ils comprennent que les adultes peuvent leur faire du mal sans raison. Anne se gara n'importe comment, sortit en trébuchant, et prit sa fille dans ses bras si fort que Léa émit un hoquet de surprise avant de s'accrocher à son cou. Elles restèrent ainsi au bord de la route, pendant de longues minutes, le cœur d'Anne battant contre celui de sa fille, comme pour vérifier qu'il battait encore. « Maman » murmura Léa contre son épaule. « Tata a dit que tu viendrais pas me chercher. » Anne ferma les yeux. La rage monta d'un coup, brûlante. Mais elle la contint parce que Léa n'avait pas besoin de sa colère. Elle avait besoin de ses bras. Elle installa la petite à l'arrière, boucla la ceinture, puis s'assit au volant et prit son téléphone. Elle appela sa mère. Parce que c'est ce qu'on fait quand le monde s'effondre. On appelle sa mère, même à 36 ans, même quand on gère seul un cabinet et une enfant. On appelle sa mère parce qu'on espère encore que quelqu'un dans cette famille va dire les mots qu'il faut. Sa mère décrocha à la 2e sonnerie. Maman, Nathalie a abandonné Léa sur la route de Vertou, toute seule, pendant au moins 40 minutes. Le silence dura 3 secondes. Puis la voix de sa mère tomba, sèche, définitive. Nathalie a fait ce qu'il fallait. Cet enfant te rend la vie impossible, Anne. Il faut savoir mettre des limites. Anne raccrocha. Elle resta assise dans la voiture et regarda dans le rétroviseur le visage de Léa qui s'endormait d'épuisement, la tête contre la vitre, le sac à dos toujours serré contre elle. Son téléphone vibra. Un message de Nathalie. « J'ai rendu service à cette famille. Tu me remercieras un jour. Léa a besoin de discipline. Pas d'une mère qui lui passe tout. » Anne lut le message, puis posa le téléphone sur le siège passager sans répondre. Elle démarra et roula en silence jusqu'à leur appartement de la rue Félibien. Emportant Léa endormie jusqu'à son lit, elle prit une décision qu'elle ne formula pas à voix haute, parce que certaines décisions n'ont pas besoin de mots. Demain, c'était dimanche. Le déjeuner dominical chez ses parents, comme chaque semaine. Elle irait. Anne se gara devant la maison de ses parents à midi pile, comme chaque dimanche depuis des années. La façade en crépi beige, le rosier grimpant le long de la gouttière, la boîte aux lettres que son père n'avait jamais repeinte, tout était exactement pareil qu'avant, et pourtant tout avait changé. Elle avait laissé Léa chez Hélène, sa meilleure amie, institutrice dans une école du quartier Bouffé, qui avait ouvert sa porte ce matin-là,
sans poser de questions en voyant le visage d'Anne. « Vas-y, » avait dit Hélène en prenant Léa par la main. « Je m'en occupe. »« Mais Anne, ce qu'elle a fait, c'est un délit. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Anne le savait. Elle y avait pensé toute la nuit, allongée dans le noir à côté de Léa qui dormait en serrant son sac à dos comme un bouclier. Abandon de mineur sur la voie publique. Elle connaissait les mots, elle connaissait la loi. Mais ce matin, elle n'était pas venue pour parler de loi. Elle était venue pour regarder sa famille dans les yeux. Elle poussa la porte d'entrée sans sonner, comme d'habitude. L'odeur du rôti flottait dans le couloir, mêlée à celle du gratin dauphinois que sa mère préparait chaque dimanche avec la régularité d'un métronome. Dans le salon, Nathalie était assise sur le canapé, les jambes croisées, un verre de blanc à la main, riant à quelque chose que Patrick venait de dire. Patrick, son mari, grand, effacé, le genre d'homme qui occupe l'espace sans jamais le remplir. Il leva les yeux vers Anne quand elle entra et détourna immédiatement le regard. « Ah, te voilà », lança sa mère depuis la cuisine. « Tu n'as pas amené Léa ?»« Non. Dommage, son grand-père voulait la voir. » Anne ne répondit pas. Elle s'assit à sa place habituelle, entre la fenêtre et le buffet en merisier, et attendit. Son père apparut, embrassa ses deux filles sur le front, et tout le monde passa à table, comme si le samedi précédent n'avait jamais existé. Anne les observa pendant le plat principal. Sa mère qui servait le rôti en parlant de la voisine qui avait fait refaire sa terrasse. Son père qui coupait la viande avec cette lenteur méthodique qu'il appliquait à tout. Nathalie qui mangeait avec appétit, détendue, souriante, comme si elle n'avait pas laissé une enfant de 8 ans seule au bord d'une départementale 24 heures plus tôt. Et Patrick, silencieux, qui poussait ses haricots verts du bout de sa fourchette sans lever la tête. Anne attendit le fromage. Puis elle posa ses couverts, regarda Nathalie et dit d'une voix calme, presque douce, « Est-ce que tu veux bien raconter à papa ce que tu as fait hier avec Léa ?» Nathalie reposa son verre sans se presser. « Anne, on en a parlé hier soir au téléphone. C'était une petite leçon, rien de plus. Ta fille avait besoin qu'on lui pose des limites, et tu refuses de le faire, alors je l'ai fait pour toi. Tu l'as déposée sur la route de Vertou, Nathalie. Seule. Pendant 40 minutes. Elle a 8 ans. Et elle va très bien, non? Tu vois, tu en fais toujours trop. Tu dramatises tout. C'est épuisant. » Anne sentit la rage monter dans sa gorge, épaisse, acide, mais elle tint bon. Elle se tourna vers son père. « Papa, tu trouves ça normal ?» Son père posa son couteau, essuya ses lèvres avec sa serviette et la regarda avec cette expression qu'elle connaissait par cœur, celle qu'il réservait à Anne depuis toujours. Un mélange de lassitude et de reproches contenus. « Tu as toujours été la plus difficile de cette famille, Anne. » Nathalie essayait de t'aider. Au lieu de la remercier, tu viens ici pour faire un esclandre. Sa mère hocha la tête sans rien ajouter, et ce hochement de tête silencieux fut pire que tous les mots. Anne comprit, avec une clarté brutale, ce qu'elle avait toujours refusé de voir. Dans cette famille, elle était l'accusée permanente, celle qui compliquait tout, celle qui dérangeait, et rien de ce qu'elle dirait aujourd'hui ne changerait cette distribution des rôles. Elle se leva, prit son manteau sur le dossier de la chaise et marcha vers la porte. Personne ne la retint. Mais au moment de sortir, elle surprit le regard de Patrick. Il la fixait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage, un mélange de honte et de quelque chose qui ressemblait à de la supplication muette. Elle monta dans sa voiture, démarra, et roula jusqu'au bout de la rue avant de s'arrêter. Ses mains serraient le volant si fort que ses phalanges étaient blanches. Elle ne pleura pas. Pas encore. Son téléphone vibra. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Un SMS, 3 mots. C'est Patrick. Il faut qu'on se parle. Pas devant Nathalie. Anne fixa l'écran pendant une longue minute, le moteur tournant au ralenti, le cœur battant dans ses tempes. Puis elle rangea le téléphone dans sa poche et reprit la route vers Nantes. Anne poussa la porte du café mardi en fin de matinée, entre 2 séances au cabinet. Elle avait hésité 2 jours avant de répondre au message de Patrick, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle espérait entendre, ni ce qu'elle craignait d'apprendre. Finalement, elle avait envoyé un seul mot. Où ? Il avait proposé ce café du quartier Bouffé, un endroit neutre,
loin de Carquefou, loin de Nathalie. Patrick était déjà là, assis au fond de la salle, les mains serrées autour d'un crème qu'il n'avait pas touché. Il avait les traits tirés et les yeux d'un homme qui n'a pas dormi. En temps normal, Patrick était le genre de personne qu'on oubliait sitôt quitté. Un visage aimable sans aspérité, une présence qui ne dérangeait jamais. Mais ce matin-là, quelque chose en lui avait craqué. Une façade qui tenait depuis longtemps et qui ne tenait plus. « Merci d'être venu », dit-il en se levant à moitié, avant de se rasseoir aussitôt, comme s'il ne savait plus comment fonctionnaient les gestes simples. Anne s'assit en face de lui, commanda un café noir et attendit. Elle avait appris, dans son métier, que le silence était parfois le meilleur outil pour aider quelqu'un à parler. Patrick tourna sa cuillère dans sa tasse 3 fois avant de commencer. Ce que Nathalie a fait samedi, c'était pas un coup de tête, Anne. Elle sentit son estomac se contracter. La veille, le vendredi soir, on dînait tous les deux. Nathalie parlait de toi, de Léa, du fait que tu lui avais demandé de la garder. Et elle a dit, mot pour mot, « Demain, je vais lui montrer ce que c'est que de se débrouiller seule avec sa gamine parfaite. Et tu n'as rien fait. Ce n'était pas une question. » Patrick baissa les yeux. « Non. J'ai pensé qu'elle disait ça comme ça, qu'elle exagérait, qu'elle ne le ferait pas vraiment. Quand je suis rentrée samedi soir et qu'elle m'a raconté qu'elle avait déposé Léa sur la route, j'ai compris que j'aurais dû l'empêcher. J'ai pas de mots pour te dire à quel point j'ai honte. » Anne but une gorgée de café pour se donner le temps de contenir ce qui montait en elle. De la rage, oui, mais aussi une forme de douleur qu'elle n'avait pas anticipée, parce que Patrick venait de confirmer ce qu'elle redoutait. Sa sœur n'avait pas perdu le contrôle. Elle avait planifié. Pourquoi Patrick? Pourquoi Léa? Qu'est-ce qu'une enfant de 8 ans lui a fait? Patrick se frotta le visage des 2 mains, longuement, puis releva la tête. C'est pas Léa, Anne, c'est toi. Nathalie ne supporte plus ta vie. Depuis ton divorce, tu as reconstruit tout, toute seule. Le cabinet, l'appartement, Léa qui va bien, toi qui tiens debout. Et Nathalie, elle regarde ça et elle étouffe. Elle est malheureuse avec moi, je le sais. Je suis pas aveugle. On essaie d'avoir un enfant depuis 3 ans, ça ne marche pas. Elle voit Léa et elle voit tout ce qu'elle n'a pas. La jalousie, ça excuse rien, mais ça explique tout. Anne reposa sa tasse avec une lenteur qui ne lui ressemblait pas. Sa sœur avait mis sa fille en danger, au bord d'une route, par envie, pas par colère spontanée, pas par débordement, par envie froide, calculée, de celle qui ronge depuis des années en silence. « Et mes parents ?» dit Anne. « Ils savent tout ça ?»« Ta mère, oui. Nathalie lui parle beaucoup. Je pense que ta mère comprend la souffrance de Nathalie et qu'elle la protège à cause de ça. Ton père suit ta mère, comme toujours. Ma mère protège la fille qui a abandonné sa petite fille sur une route parce qu'elle a pitié d'elle. » Patrick ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. « Ne dis pas à Nathalie qu'on s'est vu, » ajouta-t-il en la regardant avec ses yeux de chien battu qui ne lui inspiraient un plus ni pitié ni mépris, juste une fatigue immense. « S'il te plaît. » Anne se leva, enfila son manteau et sortit du café sans se retourner. L'air frais de la rue lui fouetta le visage. Elle marcha jusqu'au coin de la rue, les pensées en désordre, la mâchoire serrée, et faillit percuter quelqu'un qui sortait de la boulangerie d'à côté. Anne, Alexandre, grand, les yeux clairs, cette voix posée qui ne montait jamais, kinésithérapeute, il partageait le local professionnel d'Anne depuis 1 an et demi, chacun dans son cabinet, mais avec une salle d'attente commune et ses conversations brèves entre 2 patients qui, au fil des mois, étaient devenues moins brèves. Il tenait un sac en papier dans une main et un café dans l'autre, et la regardait avec cette attention tranquille qui n'exigeait rien. « Ça va ?» demanda-t-il. Et la simplicité de la question, son absence totale de calcul, faillit la faire pleurer sur le trottoir. « Non, » dit Anne. « Pas vraiment. » Il ne demanda pas pourquoi. Il ne proposa pas de solution. Il lui tendit le café qu'il venait d'acheter et dit « Tiens, tu en as plus besoin que moi. » Anne prit le gobelet, et pendant un instant, debout sur ce trottoir du Bouffay, avec un café tiède entre les mains et un homme qui ne demandait rien, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis samedi. Un tout petit espace où respirer. 3 jours passèrent. Anne reprit le rythme du cabinet,
Les séances avec ses petits patients, les bilans à rédiger, les appels aux médecins prescripteurs, cette routine qui l'avait toujours tenue debout quand le reste vacillait. Léa retourna à l'école, souriante en apparence, mais Anne remarqua qu'elle dormait avec la lumière allumée depuis samedi et qu'elle ne lâchait plus son sac à dos rose, même à la maison, comme si elle avait besoin de savoir qu'elle pouvait partir à tout moment avec l'essentiel. Le jeudi soir, après avoir couché Léa, Anne prit son téléphone et appela sa mère. Non pas parce qu'elle espérait quelque chose, mais parce qu'elle avait besoin d'entendre une dernière fois ce que sa famille pensait vraiment, sans le filtre du déjeuner dominical, sans le regard des autres. Sa mère décrocha au bout de 4 sonneries, avec cette voix prudente qu'elle prenait quand elle sentait venir une conversation qu'elle ne voulait pas avoir. « Anne, si c'est encore pour cette histoire de samedi, je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. »« Justement, maman. J'aimerais que tu me dises vraiment ce que tu en penses, pas ce que Nathalie t'a demandé de penser. Toi. » Le silence dura longtemps. Anne entendait le bruit de la télévision en fond, un jeu du soir, les applaudissements mécaniques du public. « Ce que je pense, Anne, c'est que Nathalie a peut-être été un peu brusque, mais que sur le fond, elle n'a pas tort. Léa est une enfant gâtée, tu lui passes tout, tu ne mets aucune limite. Nathalie a toujours fait les choses comme il faut. C'est toi qui as divorcé, toi qui as décidé d'élever cet enfant seul, toi qui as compliqué la vie de tout le monde. Nathalie, au moins, elle essaie de garder sa famille unie. » Anne ferma les yeux. Voilà. C'était là, posé devant elle, nu et laid. Dans la bouche de sa mère, divorcer était une faute, reconstruire sa vie était une provocation, et élever seule sa fille avec dignité était une forme d'arrogance que Nathalie avait le droit de punir. « Maman, Nathalie est malheureuse dans son couple et elle n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Pas parce que Léa a renversé un verre. Ne dis pas n'importe quoi. Nathalie va très bien. » « Non, maman. Nathalie ne va pas bien. Et au lieu de l'aider, tu la protèges en m'accusant, parce que c'est plus facile. » Sa mère raccrocha. Le bruit sec de la tonalité résonna dans l'appartement silencieux, et Anne resta assise sur le canapé, le téléphone sur les genoux, les yeux fixés sur le mur d'en face. Elle ne pleura pas tout de suite. La douleur mit quelques minutes à trouver son chemin, comme une fissure dans un barrage qui s'élargit lentement avant de céder. Puis, elle céda. Hélène arriva 20 minutes plus tard, parce qu'Anne l'avait appelée entre 2 sanglots, et parce qu'Hélène était ce genre d'amie qui ne demande pas si ça peut attendre demain. Elles restèrent assises dans la cuisine, une tisane entre les mains, et Hélène écouta tout, la conversation, les mots de la mère, le constat brutal. « Tu ne les changeras pas, Anne. La question, c'est ce que toi tu veux faire maintenant. » Anne n'avait pas de réponse. Pas encore. Le lendemain matin, au cabinet, elle trouva un croissant posé sur son bureau avec un mot plié en 2. L'écriture d'Alexandre, grande et un peu penchée. Pour les matins difficiles. Léa, qui était là ce jour-là parce que l'école avait un pont, regarda le croissant, regarda Anne et sourit pour la première fois de la semaine. Le soir même, Anne reçut un appel de sa mère. La voix avait changé, plus douce, presque mielleuse, ce qui était pire. « Ton père fête ses 65 ans dans 10 jours. On fait un grand déjeuner à la maison, toute la famille sera là, les oncles, les tantes, les cousins. Tu viens, tu amènes Léa, et on tourne la page. » Anne ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Léa qui dessinait à la table de la cuisine, penchée sur sa feuille avec cette concentration absolue des enfants, et quelque chose se solidifia en elle, quelque chose de calme et de dur qui ressemblait à une décision. « D'accord, maman. Je viendrai. » Anne commença à écrire le soir même, après avoir couché Léa. Assise à la table de la cuisine, un cahier ouvert devant elle, elle posa les mots un par un, comme on pose des pierres pour construire un mur. Pas un discours, pas une lettre, juste les faits, dans l'ordre, sans adjectifs inutiles, sans colère apparente. Ce que Nathalie avait fait, ce que ses parents avaient dit, ce que Léa avait murmuré au bord de cette route. Elle écrivit, ratura, recommença, parce que les mots justes sont les plus difficiles à trouver et que la vérité, quand on veut qu'elle frappe, doit être dite avec la précision d'un scalpel. Chaque soir de la semaine suivante,
Elle reprit le cahier. Parfois, elle n'ajoutait qu'une phrase. Parfois, elle en supprimait 3. Hélène vint un soir relire ce qu'elle avait écrit, et quand elle releva la tête, elle avait les yeux brillants. « C'est bien, Anne. C'est calme, c'est factuel, et ça fait mal exactement là où il faut. Mais tu es sûre de vouloir faire ça devant toute la famille? Si je ne le fais pas maintenant, la version officielle sera que j'ai fait un drame pour rien, et que Nathalie avait raison. C'est ce qu'ils sont déjà en train de raconter, Hélène. Patrick m'a prévenu. Nathalie a convaincu mes parents que j'ai exagéré l'incident, que Léa n'était pas vraiment seule longtemps, qu'elle était à peine à 100 mètres de la maison. Elle était à 4 kilomètres. Exactement. Hélène resta silencieuse un moment, puis hocha la tête. Alors tu le fais, mais pas en criant, pas en pleurant. Tu le dis comme tu l'as écrit, avec cette voix que tu as quand tu expliques à un parent que son enfant a besoin de soins. Professionnel, clair, impossible à ignorer. Anne sourit pour la première fois depuis 10 jours, un sourire mince qui ne monta pas jusqu'aux yeux. Pendant cette même semaine, quelque chose d'autre bougea, doucement, sans bruit, comme les choses importantes. Alexandre prit l'habitude de rester un peu plus longtemps le soir au cabinet, et Anne prit l'habitude de ne pas lui dire de partir. Un soir, après le dernier patient, il frappa à la porte de son bureau avec 2 barquettes de pad thaï achetées au restaurant d'à côté, et dit simplement « J'ai pris pour 2, au cas où ». Ils mangèrent assis par terre dans la salle d'attente, le dos contre le mur, les barquettes en équilibre sur les genoux, et Anne lui raconta tout. La route de Vertou, Nathalie, ses parents, le déjeuner de Carquefou, Patrick, le cahier. Alexandre écouta sans interrompre, les baguettes immobiles dans sa main, le visage grave. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment, puis dit « Ta fille a de la chance de t'avoir comme mère. » Anne détourna la tête parce qu'elle sentit ses yeux piquer, et elle ne voulait pas pleurer devant cet homme qui ne lui avait encore jamais vu le visage défait. Mais Alexandre ne fit pas semblant de ne pas voir. Il posa sa main sur la sienne, brièvement, juste assez pour qu'elle sente la chaleur, puis la retira et changea de sujet en parlant d'un patient qui lui avait apporté un bocal de confiture de Mirabelle en guise de paiement. Anne rit, un vrai rire, court et surpris, et quelque chose se desserra dans sa poitrine. Le jeudi, 4 jours avant l'anniversaire, Patrick la recontacta. Un message bref, inquiet. « Nathalie raconte à tout le monde que tu as inventé l'histoire de la route. Elle dit que Léa était juste devant la maison et que tu es venu la chercher 5 minutes après. Tes parents confirment sa version. Fais attention. » Anne relut le message 3 fois. Sa propre famille était en train de réécrire ce qui s'était passé, de transformer la vérité en caprice d'une mère hystérique. Si elle ne parlait pas dimanche, cette version deviendrait la seule qui existe, celle que les oncles, les tantes, les cousins raconteraient à Noël, celle que Léa elle-même finirait peut-être par entendre un jour. Elle ouvrit son cahier et relut ce qu'elle avait écrit, du début à la fin. Puis elle prit son téléphone et envoya un message à Hélène. « Je le fais dimanche. Je ne changerai pas d'avis. » Hélène répondit en 30 secondes. « Je serai garée à 5 minutes de la maison. Si Léa a besoin de sortir, tu m'appelles et je viens la chercher. Tu ne seras pas seule. » Anne ferma le cahier, éteignit la lumière de la cuisine et alla regarder Léa dormir. La petite avait fini par abandonner le sac à dos rose, qui gisait au pied du lit au lieu d'être serré contre elle. C'était un progrès minuscule, mais Anne le prit comme un signe. Les enfants guérissent quand ils sentent que quelqu'un se bat pour eux. Elle referma doucement la porte et, pour la première fois depuis la route de Vertou, s'endormit sans se réveiller au milieu de la nuit. Le samedi soir, Anne tournait en rond dans l'appartement de la rue Félibien. Léa dormait depuis 1 heure, le sac à dos rose abandonné au pied du lit, la respiration régulière, et Anne aurait donné n'importe quoi pour avoir cette capacité des enfants à s'endormir quand le monde tangue autour d'eux. Elle s'assit à la table de la cuisine, le cahier ouvert devant elle, et relut une dernière fois ce qu'elle avait préparé. Les mots étaient bons, calmes, précis, imparables. Mais les mots sur le papier et les mots dits à voix haute devant 15 personnes de sa propre famille n'étaient même pas la même chose, et Anne le savait. Elle se leva, se planta devant le miroir de l'entrée et lut son texte à voix haute, doucement pour ne pas réveiller Léa. Sa voix tremblait à la 3e phrase.
celle où elle décrivait Léa assise sur le muret, le sac à dos serré contre elle. Elle recommença. Et encore. À la 5e lecture, la voix ne tremblait plus, mais ses mains si. Elle décida que c'était suffisant. Personne ne lui demandait d'être parfaite, juste d'être claire. À 23h, elle appela Hélène. Son amie décrocha à la première sonnerie, comme si elle attendait cet appel. « Je ne sais pas si je peux faire ça », dit Anne. Et elle détesta le son de sa propre voix, cette fragilité qu'elle s'interdisait depuis des années. « Qu'est-ce qui te fait peur exactement ?»« Tout. Perdre mes parents. Que la famille élargie prenne leur parti. Que tout le monde me regarde comme la folle qui a gâché l'anniversaire de son père. Que Léa grandisse en pensant que sa mère a détruit la famille. Anne, écoute-moi bien. Tu les as déjà perdus. Tu les as perdus le jour où ils ont choisi Nathalie. Ce que tu fais demain, c'est pas pour les récupérer, c'est pas pour te venger, c'est pas pour avoir raison, c'est pour Léa. Pour qu'elle sache, aujourd'hui et dans 20 ans, que quand quelqu'un l'a abandonnée au bord d'une route, sa mère ne s'est pas tue. Sa mère a dit la vérité. Anne ferma les yeux. Les larmes coulèrent en silence, sans sanglots. Juste un débordement tranquille de tout ce qu'elle retenait depuis 13 jours. Et si ça ne change rien, ça changera quelque chose pour toi. Et ça changera tout pour Léa. Elles restèrent au téléphone encore 20 minutes, sans rien dire de plus d'important, juste la présence de l'une dans l'oreille de l'autre. Ce silence habité qui vaut mieux que tous les discours. Quand Anne raccrocha, elle se sentait vidée mais solide, comme un arbre après la tempête, debout parce que les racines tiennent même quand les branches cassent. Elle se coucha mais ne dormit pas. À 2h du matin, incapable de rester allongée, elle se leva et prit son téléphone. Elle hésita un long moment, le pouce au-dessus de l'écran, puis écrivit un message à Alexandre. « Je n'arrive pas à dormir. Demain sera difficile. » C'était un geste qu'elle ne se serait pas autorisé un mois plus tôt. Cette forme de vulnérabilité qui consiste à dire à quelqu'un qu'on ne va pas bien sans lui demander de réparer quoi que ce soit. La réponse arriva 4 minutes plus tard, et Anne sourit malgré elle en imaginant Alexandre réveillé par la vibration, cherchant ses lunettes sur la table de nuit. « Courage, Anne. Tu fais ce qu'il faut. Et Léa le saura. » 8 mots. Pas de conseils, pas de solution, pas de promesses. Juste la certitude d'un homme calme qui croyait en elle. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin, ni plus ni moins. Le dimanche matin, Anne se leva à 7h, prit une douche longue, enfila une robe sobre qu'elle aimait bien, celle dans laquelle elle se sentait elle-même, et prépara le petit déjeuner de Léa. Quand la petite s'assit à table, encore ensommeillée, Anne s'accroupit devant elle et lui prit les mains. « Mon cœur, aujourd'hui on va chez papy et mamie. Il y aura beaucoup de monde, toute la famille. Maman va dire quelque chose d'important, et si tu te sens pas bien à un moment, tu me le dis, et Hélène viendra te chercher. Elle sera juste à côté, dans sa voiture. D'accord ?» Léa regarda sa mère avec ses yeux trop grands, trop sérieux pour une enfant de 8 ans, et hocha la tête. « C'est à cause de ce que Tata a fait ? » ?»« Oui, mon cœur. »« D'accord, maman. » Anne embrassa sa fille sur le front, rangea la cuisine, prit son sac et ses clés. En arrivant à Carquefou, elle vit les voitures alignées le long du trottoir devant la maison de ses parents, celle de l'oncle Robert, celle de la tante Françoise, celle des cousins. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses tempes. Elle coupa le moteur, inspira 1 fois, 2 fois, et sortit de la voiture. Sa mère ouvrit la porte avec un sourire crispé et un regard qui disait tout. « Ah, te voilà, tu vas voir, tout va bien se passer. » Anne ne répondit pas. Elle prit la main de Léa et entra. La maison de Carquefou n'avait pas assez de place pour tout le monde. Alors la mère d'Anne avait dressé la grande table dans le jardin, sous le tilleul, avec la nappe blanche des occasions et le service en porcelaine qui ne sortait que pour les anniversaires et les communions. Il faisait doux pour un dimanche d'avril, un ciel clair avec juste assez de nuages pour adoucir la lumière, et l'ensemble avait cet air de carte postale familiale que la mère d'Anne cultivait avec autant de soin que ses rosiers. Anne compta les convives en s'asseyant, ses parents à chaque bout de table. Nathalie et Patrick côte à côte, Nathalie en robe fleurie, souriante, déjà un verre de rosé à la main. L'oncle Robert et sa femme Martine. La tante Françoise, sœur de sa mère,
venue de Rennes avec son mari Michel. Les cousins Thomas et Julie, la trentaine, détendus, contents de se retrouver. 15 personnes en tout, et Anne au milieu avec Léa assise à côté d'elle, silencieuse, le dos très droit pour une enfant de 8 ans. Le déjeuner se déroula dans une normalité qui avait quelque chose d'obscène. Le gigot d'agneau, les flageolets, le gratin, les conversations croisées sur les vacances de Thomas, la retraite de l'oncle Robert, les travaux de la tante Françoise dans sa maison de Rennes. Nathalie riait, servait le vin, complimentait la cuisine de sa mère, jouait le rôle de la fille parfaite avec une aisance qui donna la nausée à Anne. À un moment, Nathalie se pencha vers Léa et lui lança avec un sourire « Alors ma puce, tu fais la tête? Tu me fais même pas la bise ?» Léa se raidit. Anne posa sa main sur le genou de sa fille sous la table et sentit la petite jambe trembler. Elle regarda Nathalie droit dans les yeux et dit calmement « Léa n'est pas obligée de faire la bise si elle n'en a pas envie. » Nathalie haussa les épaules avec un petit rire et se tourna vers la cousine Julie pour parler d'autre chose. La mère d'Anne lança un regard appuyé à sa fille aînée, un de ces regards qui signifiait « ne commence pas ». Anne soutint le regard sans ciller, puis baissa les yeux vers son assiette. Elle attendit le dessert. Elle avait décidé que ce serait au moment du gâteau, quand l'attention de tout le monde serait tournée vers son père, quand les cadeaux seraient ouverts et que la bonne humeur aurait atteint son point culminant. Parce que la vérité fait plus de bruit quand elle tombe dans le silence d'un moment heureux. Le gâteau arriva, un fraisier que la mère d'Anne avait passé la matinée à préparer. Les bougies furent soufflées, les applaudissements retentirent. Le père d'Anne ouvrit ses cadeaux avec cette lenteur cérémonielle qu'il mettait en tout. Une écharpe de la tante Françoise, un livre de l'oncle Robert, un coffret de vin de Nathalie, qui embrassa son père sur la joue en disant « Bon anniversaire papa !» avec une tendresse qui serra la gorge d'Anne. Puis le silence se fit naturellement, ce flottement qui suit l'ouverture des cadeaux, quand tout le monde reprend son verre et attend le café. Anne sentit son cœur accélérer. Ses mains étaient glacées sous la table. Elle pensa à Léa sur le muret, au sac à dos rose, aux larmes séchées, à cette phrase qui la hantait depuis 2 semaines. « Tata a dit que tu viendrais pas me chercher. » Elle pensa à Hélène garée à 5 minutes dans sa voiture. Elle pensa au message d'Alexandre. Et elle se leva. Toutes les conversations s'arrêtèrent. « Excusez-moi » dit Anne d'une voix posée qui ne tremblait pas, parce qu'elle avait lu ces mots 100 fois devant son miroir. « Il y a quelque chose que toute la famille doit savoir, et je ne me rassierai pas tant que je ne l'aurai pas dit. » Elle raconta. Calmement, factuellement, sans hausser le ton, sans un adjectif de trop. Le samedi, Nathalie qui devait garder Léa. Le coup de téléphone. La route de Vertou. Léa assise seule sur un muret au bord d'une départementale pendant 40 minutes. Une enfant de 8 ans, 4 kilomètres de la maison. Pas 100 mètres, comme Nathalie le racontait depuis 2 semaines. 4 kilomètres. La tante Françoise porta la main à sa bouche. L'oncle Robert posa son verre très lentement, comme un homme qui a besoin de ses 2 mains libres pour encaisser ce qu'il vient d'entendre. Nathalie ouvrit la bouche pour parler, mais Anne ne lui laissa pas le temps. Elle sortit son téléphone et lut à voix haute le message que sa sœur lui avait envoyé ce soir-là, devant tout le monde, chaque mot articulé avec une clarté que personne ne pouvait contester. « J'ai rendu service à cette famille. Tu me remercieras un jour. Léa a besoin de discipline, pas d'une mère qui lui passe tout. » Le silence qui tomba sur le jardin de Carquefou fut le plus long de la vie d'Anne. La tante Françoise fut la première à parler, et sa voix tremblait d'une colère qu'Anne ne lui avait jamais connue. « Nathalie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas laissé cette petite toute seule sur une route. » Nathalie avait le visage écarlate, les yeux brillants, mais pas de larmes de remords, non, des larmes de rage. Celles d'une femme prise au piège en public, exposée devant les gens dont l'opinion comptait. Elle se tourna vers sa mère comme on cherche un abri dans la tempête. « Maman, dis-leur que j'ai fait ça pour aider, que cet enfant est impossible, que Anne exagère tout comme d'habitude. » La mère d'Anne ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de réplique prête, parce que mentir devant sa propre sœur Françoise, qui la connaissait depuis l'enfance, n'était pas la même chose que mentir devant ses filles. « C'est plus compliqué que ça », finit-elle par dire d'une voix étranglée. « Nathalie traverse une période difficile. Vous ne savez pas tout. Elle souffre beaucoup. Et Anne a toujours eu tendance à dramatiser les choses.
L'oncle Robert se leva. Il avait cette carrure d'ancien ouvrier qui ne dit pas grand-chose mais dont chaque mot pèse. Et quand il parla, personne ne l'interrompit. Marguerite, un enfant de 8 ans seul au bord d'une route, c'est pas une question de période difficile. C'est pas une question de dramatiser. C'est un fait. Et le fait, c'est que ta fille a abandonné ta petite fille. Et que toi et Henri, vous avez trouvé ça normal. Le père d'Anne frappa la table du plat de la main, si fort que les verres tintèrent. Ça suffit. Anne, tu as gâché l'anniversaire de ton père avec tes histoires. Sors de cette maison immédiatement. Anne regarda son père, ce visage qu'elle avait aimé, admiré, cherché à satisfaire pendant 36 ans. Ses yeux qui ne la voyaient pas, qui ne l'avaient peut-être jamais vue, pas comme elle était vraiment, juste comme le rôle qu'il lui avait assigné, la fille difficile, celle qui dérange, celle qu'on tolère sans jamais l'accueillir. Elle sentit quelque chose se briser en elle, mais pas de la façon dont les choses se brisent quand on s'effondre, de la façon dont elles se brisent quand on se libère. Je sors, papa. Mais cette fois, c'est moi qui choisis de partir, et je ne reviendrai pas. Elle prit Léa par la main. La petite se leva sans un mot, le menton levé, et Anne sentit dans la pression de ses doigts une fierté minuscule qui valait plus que tous les discours du monde. Elles marchèrent vers la porte du jardin, et derrière elles, le silence était si dense qu'on entendait le tilleul bruisser dans le vent. L'oncle Robert les rattrapa dans l'allée. Il posa sa grande main sur l'épaule d'Anne et dit, la voix un peu rauque, « Tu as bien fait, petite. Martine et moi, on est là si tu as besoin. » Anne hocha la tête parce qu'elle ne pouvait pas parler sans pleurer, et elle ne voulait pas pleurer ici, pas devant cette maison, pas maintenant. Elle installa Léa dans la voiture, envoya un message à Hélène. « C'est fait, on rentre. » et démarra. Dans les jours qui suivirent, la famille se fractura comme une vitre fêlée qui cède enfin. La tante Françoise appela Anne le lendemain pour lui dire qu'elle avait passé la soirée à parler avec Marguerite, que la conversation avait été violente, et que sa mère refusait toujours d'admettre la gravité de ce que Nathalie avait fait. L'oncle Robert envoya un message simple. « On pense à vous deux. » Les cousins Thomas et Julie, eux, ne prirent pas parti ouvertement, mais Thomas envoya à Anne un emoji cœur sans commentaire, et elle comprit que c'était sa façon à lui de dire qu'il savait. Nathalie ne l'appela pas. Pas un message. Pas un mot. Le silence de sa sœur était plus éloquent que n'importe quelle excuse. Sa mère l'appela une seule fois, 4 jours après l'anniversaire, pour lui dire qu'elle avait humilié la famille devant tout le monde. Anne répondit calmement, avec cette voix qu'Hélène l'avait aidée à trouver. « Non, maman. Nathalie a humilié une enfant de 8 ans sur une route. Moi, j'ai dit la vérité. » Elle raccrocha et ne rappela pas. Le vendredi suivant, Anne se rendit au commissariat du quartier et déposa une main courante. Elle ne voulait pas poursuivre Nathalie, pas maintenant, peut-être jamais. Mais elle voulait qu'il y ait une trace, quelque part, un document officiel qui disait ce qui s'était passé pour que personne ne puisse réécrire l'histoire. Le policier qui prit sa déposition la regarda avec un sérieux qui la réconforta. Et quand il lui dit « Vous avez bien fait de venir, madame », Anne sentit pour la première fois depuis 3 semaines que le sol sous ses pieds était redevenu solide. 6 mois passèrent, et la vie fit ce que la vie fait quand on lui laisse de la place. Elle repoussa. L'automne était arrivé sur Nantes, avec cette douceur atlantique qui n'existe nulle part ailleurs. Un ciel changeant, des pluies brèves qui laissèrent les trottoirs luisants, et cette lumière dorée de fin d'après-midi qui transformait les façades de la rue Félibien en tableaux impressionnistes. Anne avait repris le rythme du cabinet, mais quelque chose avait changé dans sa façon de travailler, une attention plus profonde à ses petits patients, une patience plus enracinée, comme si avoir failli perdre ce qui comptait le plus lui avait rappelé pourquoi elle avait choisi ce métier. Léa allait mieux. Pas d'un coup. Pas comme dans les histoires où les enfants guérissent parce qu'un adulte a prononcé les bons mots, mais lentement, par couches, avec des avancées et des reculs. Elle voyait une psychologue 1 fois par semaine, une femme douce qui s'appelait Madame Renaud, et que Léa aimait bien parce qu'elle la laissait dessiner pendant qu'elle parlait. Le sac à dos rose avait retrouvé sa place dans le placard de l'entrée, et Léa ne dormait plus avec la lumière allumée. Un mardi soir, en rentrant de l'école, elle avait dit en passant
Comme on dit les choses énormes quand on a 8 ans. Maman, aujourd'hui, j'ai raconté à Madame Renaud que Tata avait fait quelque chose de méchant. Et Madame Renaud a dit que c'était pas ma faute. Anne s'était accroupie, l'avait serrée contre elle et avait murmuré « Elle a raison, mon cœur. Ça n'a jamais été ta faute. » La famille s'était recomposée selon des lignes nouvelles, plus honnêtes, plus douloureuses aussi. Anne n'avait plus de contact avec ses parents ni avec Nathalie. Le silence entre eux avait pris la consistance d'un mur, et Anne avait cessé de vouloir le franchir. Certains dimanches, elle sentait encore le manque, cette douleur sourde de l'enfant qui voudrait que ses parents soient autres que ce qu'ils sont, mais elle avait appris à la laisser passer sans la nourrir, comme on regarde un nuage traverser le ciel sans essayer de le retenir. La tante Françoise et l'oncle Robert étaient devenus une présence régulière, solide, sans bruit. Ils venaient un dimanche sur 2, apportaient un gâteau, emmenaient Léa au parc, restaient dîner. Robert avait pris l'habitude de réparer les petites choses qui cassaient dans l'appartement, une poignée de porte, un robinet qui fuyait, et Anne le laissait faire parce qu'elle avait compris que c'était sa façon de dire « je suis là » sans avoir besoin des mots. Un jour, Françoise lui avait confié que Marguerite, sa mère, lui avait écrit une longue lettre qu'Anne trouverait dans sa boîte aux lettres. Anne l'avait reçue le lendemain, 4 pages manuscrites, une écriture serrée et penchée qu'elle connaissait par cœur. Elle l'avait lue assise dans la cuisine, seule, le soir. Sa mère reconnaissait des erreurs de jugement, disait qu'elle avait peut-être été trop dure, expliquait longuement que Nathalie souffrait beaucoup et que, dans une famille, il faut savoir pardonner. Pas un mot d'excuse pour Léa. Pas une ligne qui disait « Ta fille de 8 ans a été abandonnée sur une route et j'ai dit que c'était normal. » Anne avait replié la lettre, l'avait glissée dans le tiroir du buffet et n'avait pas répondu. Parce que certaines lettres ne méritent pas de réponse. Et que le pardon qu'on vous demande sans reconnaître ce qu'on vous a fait n'est pas du pardon. C'est du confort. Patrick avait quitté Nathalie en septembre. Il avait appelé Anne pour le lui dire, d'une voix calme, presque soulagée, et il avait ajouté « Ce n'est pas seulement à cause de ce qu'elle t'a fait, c'est à cause de ce que j'ai accepté en me taisant. » Anne avait raccroché, en pensant que le courage arrive parfois en retard, mais qu'il arrive. Avec Alexandre, les choses avaient repris le temps qu'elles devaient en prendre. Des dîners simples, des promenades le long de l'Erdre le dimanche après-midi, Léa courant devant eux sur le chemin de halage pendant qu'ils marchaient côte à côte, pas toujours en se parlant, parfois juste en étant là, ensemble, dans ce silence confortable des gens qui n'ont rien à prouver. Un soir, Alexandre avait lu une histoire à Léa pendant qu'Anne débarrassait la cuisine. Et quand elle était revenue dans le salon, Léa dormait contre l'épaule d'Alexandre. Et Alexandre lisait encore, tout bas, pour lui tout seul, parce qu'il voulait savoir comment l'histoire finissait. Anne s'était appuyée contre le chambranle de la porte et avait regardé cette scène qui ne ressemblait à rien de spectaculaire. Un homme, une enfant endormie, un livre ouvert, et elle avait su, avec la certitude tranquille des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, que ce qu'elle avait construit valait infiniment plus que ce qu'elle avait perdu. Un dimanche de novembre, elles rentraient à pied toutes les deux le long du canal Saint-Félix. Le soleil se couchait derrière les grues de l'île de Nantes, l'eau du canal reflétait un ciel orange et gris, et Léa racontait une histoire interminable sur un escargot qu'elle avait trouvé dans la cour de l'école. Au milieu d'une phrase, sans raison apparente, la petite glissa sa main dans celle d'Anne et dit « Maman, on est bien toutes les deux, hein ?» Anne sourit, les yeux humides, le cœur plein, les pieds sur le sol. « Oui, mon cœur, on est bien. » Elles continuèrent à marcher le long du canal, main dans la main, et la ville de Nantes se referma doucement autour d'elles, comme un bras familier. Probably place one out here. Tail wayward to lock in. That was from Dave. Boy. Alright, so we need one more picture. Oh, the monkey paw, right? Did we already take a picture of it? Yeah. It's No, we right, it's didn't. right there on the ground. And then we need one more video. Oh yeah, it's in there. Maybe video of the cruci.
So you guys are pros already. And yo, Sarah, thank you for sharing the live as well. Thank you. What's in here? Yo, what up, Dark? She just said, "Oh, it's in here." I was like, oh, it is in here. No, we're just standing in here. Hey, man. No, you guys are doing great. Doing great, You're sweetie. doing great, sweetie. Oh, Be so for real. Dude, don't piss me off, okay? I don't know. I don't know why you're always trying to start something with me. All right. Spirit, let's go. Let's leave. Let's Let's leave. make Run, like run, a, run, run. Did we get? Let's make like a That was- lettuce and leaf. That's pretty good. That was a terrible joke. What are you talking about? You laughed at that joke before. Let's make it like a lettuce and leaf. Yeah. Make sure you have spirit. Made my to-do list and reorganized my life. At the How are end. the games going? This was That was our second first game we one. together. Should shut the door on one of them next time. Yo? Look at that perfect game. I don't volunteer as tribute for next? that. Me neither. All right, we're good Associate, on. hello, how's it going? We understand Willow. We're good on Willow. We know how to loop on Willow. Every other map we do not know how to loop on Willow. Lizard. I don't know how to do anything at Willow, actually. I just But you exist. know what, guys? Hey, What map should we do next? Bravo. Oh wait, you redeemed a drop to pick map. And you said to save I it. did. You said to save it. All right, y'all. This is gonna be in my chat. If you do it in Bravo's chat, it may not work. So you may have to just type this in my chat if you want to be part of it. Exclamation point drop Hate anything for the follow? in the chat to pick our map. Uh-huh, 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 uh-huh. Hello, Cinnamon. Dude, I want to land so bad. What we So I- sipping? Mossy. Dayer? No. All right, Mossy has Me? landed. Dang it. I'm drinking water, dude. And so has Dude Man. Okay. Cinnamon! Hello, Diva. All right, It's all water. Mossy, Emilio! M- No! Mossy and Dude Man, where do you want us to go? Water. Evil Smirk. Emilio, redeem, take off your glasses. Okay, we have one vote for Maple Lodge. That's a pretty good map. I hate all of you. I'm just kidding. I love you all. It's a good map. Why is Dude, man. on here? Point Hope. Okay, so one of us vote for Point Hope, one of us vote for Maple Lodge, and we'll let fate decide. Point Hope. Mm-hmm. Hey, that was your channel points, bruv. Damn, bruv. No, we're not doing Sunny Meadows. He's got it clicked. Oh, my bad, my bad. I've Point got Hope, Point Point Hope, or Maple Lodge. I was excited for Sunny Meadows. That's Well, all. we'll end up going to Sunny Meadows. We'll get there next time. I Random have to take was my an glasses off. option. I mean, yeah. I gotta wear my where's my glasses? Emilio, when I Can't catch see you, without his Emilio, glasses. Yo, what up, Pelly? When I catch you, brother, Oh, Brother. 5-minute next time. I tried. starting now. I tried to do that looping spot that you showed me on your stream the other day here, and my face got devoured. What happened? I What died. spot? The like log that's next to the lodge. Where's the camp? Hmm, Hey, I don't why did it? Where's my? No, where are my things? My. They're going pretty good. I'm playing with Tyler and Wayward. Yo, Luna, what's up? We also don't have tier 3 crucifixes. Did it take part of my stuff? Ooh, or Yeah, my we don't have stuff. They Tier were. 3 I don't think I parabolic disabled my loadout. noise. Noise. Oh, I love this. It's amazing. It's fine. We're all fine here. Oh, be careful, it's hunting. Oh, That's right. Let's look. I hate this map. go look I for hate it. this map. I hate this map. I hate this
I didn't even make it inside. Thought I heard it for a second. You're doing amazing, sweetie. Walking around. I'm doing great, Luna. I'm doing really good. Thanks. Now I've lost Bravo. I don't know where he went. I'm wandering through the camp, Dude. alone and afraid. I'm behind you. Oh my god. I thought I heard it. Tyler, get in the freaking map, dude. I was just Yeah, dude. waiting. Oh my god, dude. Chill, calm down. Clam down. Yeah, I don't know where the ghost is. Place isn't haunted. It's There's not. no ghost. Dude, it's Alright. hunting. Sounds good, Pelly. Have a great night. Get some good sleep. Alright, Dark. Sounds good, dude. Enjoy your time. I don't even know where the cursed Why items am I not- here. Is Bro in the like in the actual lodge? Oh, then we can. I lost Bravo. Yeah, we lost Bravo. I don't even know where are the cursed items in this map, dude. I don't. That's how little I play this map. Dude, I hate this map. The only time I go here is if it's redeemed. So I Yeah. think the mirrors in reception, summoning circles in the lodge on the right side. The cards are in front of the lodge over here by the picnic tables. The music box is by the campfire behind reception. Old school gamer. That was rough, buddy. And then I'm not dead yet. I feel happy. oh, who's camera? Bones are here. Oh my god, we found the bone. It is right here. The bone is Dude, can my timer? is in the map. Oh, the ghost is right Oh above my us. god. It's above us. I don't want to be here. I don't Run, want to be run, here. I don't want to be here. I don't want to be here. Run, 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 run. Oh my god. Oh no. Well, it's fine. What's the ghost? I don't know. I'm so sorry. You look real sorry. So- Let's see. Phantom? Not a phantom. Yeah. I was just trying to focus on not dying. I No, it seemed a little didn't fast. pay attention to It the actually- ghost. I never even made it to you guys. I got lost and I can't see. You can't see. I have my glasses off. Not the hand necklace. Hey yo. All right, old school gamer, you've made it up to me. We're cool again. I can't see. All right, I didn't put a timer. We don't have a crucifix on. No. All right, the ghost is upstairs, so be careful. I'm gonna go All right, get it's a crucifix. coming. I'm running. I'm running for my life. Dude. Guys, I can't hear anything.